En octobre 2025, deux chiffres fissurent le récit du Sahel. Zéro soldat de l'AES tombé et moins de 12 heures pour faire s'effondrer des positions adverses à Tindiban. Après des années de villages vidés, de puits asséchés et de colonnes de déplacés, cette seule nuit impose un contraste brutal. La guerre n'est plus seulement subie, elle est conduite par une synchronisation née du terrain. Que change, pour Ibrahim Traoré, comme pour ceux qui observent ce désert de loin, l'idée qu'une initiative locale puisse produire une précision que l'on disait d'impossible? Et si cette nuit annonçait une réécriture silencieuse du pouvoir sahélien, avant même que le monde n'en prenne la mesure? Ce récit propose plus qu'un compte rendu d'opération. Il s'agit de comprendre ce qui se joue lorsqu'une région, longtemps décrite comme périphérique, commence à produire ses propres règles d'action. En suivant la séquence ouverte à Tindiban, l'objectif est clair. Montrer comment une victoire ponctuelle peut devenir un test de durabilité politique, sociale et stratégique. En 25 à 30 minutes, le public pourra saisir pourquoi cette nuit n'est pas seulement un succès militaire, mais un révélateur de capacités longtemps sous-estimées, et pourquoi son échec éventuel serait tout aussi lourd de conséquences. L'enjeu est double. Soit le Sahel transforme cette initiative en trajectoire autonome, soit il retombe dans un cycle de dépendance et de désillusion. Entre ces deux issues se joue un équilibre fragile où chaque décision pèse plus que les précédentes. La première révélation tient en 3 transmissions interceptées et moins de 2 heures pour les relier. Ces signaux, jugés mineurs par des observateurs extérieurs, ont suffi à faire émerger une menace imminente qu'aucune analyse standard n'avait anticipée. Cette compression du temps n'est pas un détail technique. Elle marque le moment précis où la lecture du terrain a pris le pas sur les grilles importées. Pour Ibrahim Traoré et ses officiers, ces données fragmentaires ont ouvert un espace d'initiative inédit, bien avant que l'adversaire ne puisse ajuster ses mouvements. La seconde révélation concerne la nature même de l'information. Il ne s'agissait ni de satellites sophistiqués, ni de bases de données étrangères, mais d'indices disséminés, déplacements nocturnes de motos, variations de fréquences, silences inhabituels sur certaines pistes. Pris isolément, chaque élément semblait banal. Assemblés, ils dessinaient une cohérence que seuls des acteurs enracinés pouvaient percevoir. Le Sahel, souvent décrit comme un désert muet, révélait au contraire une densité de signes que l'habitude rendait lisibles. Ce contexte s'inscrit dans des mois d'effritement continu. Des familles déracinées longeaient des routes poussiéreuses, des villages se vidaient au crépuscule, et chaque nuit entretenait l'idée d'une région condamnée à réagir trop tard. Pourtant, sous cette surface, un déplacement discret s'opérait. Les forces du Mali, du Niger et du Burkina Faso cessaient progressivement de dépendre de rapports venus d'ailleurs. Elles tissaient leurs propres relais humains reliant Bamako, Ouagadougou et Niamey par une trame improvisée mais fonctionnelle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef solitaire que comme le point de convergence d'une intelligence collective. La décision n'était pas seulement de frapper, mais de rompre avec un tempo imposé de l'extérieur. Le point clé de Tindiban n'a donc pas créé la dynamique, elle l'a rendue visible. Elle a montré que l'initiative locale, longtemps contenue, pouvait s'activer rapidement lorsque les conditions étaient réunies. Ce basculement répond à la question initiale. La victoire n'est pas née d'un hasard nocturne, mais d'un contexte lentement préparé, enfin arrivé à maturité. Dans les jours qui ont suivi Tindiban, un changement subtil mais décisif s'est fait sentir sur le terrain. Il ne s'agissait pas encore de grandes déclarations ni de cartes redessinées, mais de gestes concrets, presque anodins. À Arbinda, des éclaireurs locaux ont repris des itinéraires abandonnés depuis des mois, non pour combattre, mais pour observer.
Leur rôle illustre ce moment charnière où la population cesse d'être spectatrice et redevient actrice de sa propre sécurité. Ces figures intermédiaires, ni soldats de carrière ni civils passifs, servent de pont entre la stratégie et la vie quotidienne. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, cette articulation a produit des effets rapides. Les informations circulaient plus vite car elles empruntaient des chemins de confiance déjà existants. Un mouvement suspect signalé au crépuscule trouvait une réponse avant l'aube. Ce tempo nouveau a réduit l'incertitude qui paralysait les villages. Les habitants ont recommencé à se déplacer sur de courtes distances, d'abord avec prudence, puis avec une assurance relative. Ce retour progressif n'était pas une euphorie, mais une réappropriation mesurée de l'espace. Un premier impact est apparu dans les marchés locaux. Leur réouverture partielle a servi de baromètre. Quand les étals reviennent, c'est que la peur recule. Un second impact s'est manifesté dans les communications informelles. Les radios communautaires ont relayé des récits sobres, loin de la propagande, décrivant une nuit différente des précédentes. Enfin, au sein des unités sahéliennes, un effet interne s'est produit. La conviction que la coordination locale pouvait fonctionner a renforcé la discipline et la retenue. Ces signaux précoces répondent à une question simple: à quoi sert une victoire si elle ne change rien au quotidien? À Tindiban, la réponse commence par ces transformations discrètes, où la stratégie touche enfin le vécu. Tout s'enclenche par une rupture nette avec le passé. Avant Tindiban, les forces sahéliennes réagissaient le plus souvent après coup, enfermées dans un cycle d'alertes tardives et de repli coûteux. Après, l'ordre des actions s'inverse. L'initiative change de camp, non par un saut technologique, mais par une décision de tempo. Ibrahim Traoré et ses officiers fixent alors un principe simple: frapper avant que la menace ne prenne forme visible, et le faire de manière coordonnée sur plusieurs axes. La phase de déclenchement commence dans une discrétion presque totale. Les informations accumulées les semaines précédentes sont vérifiées une dernière fois. Les relais humains confirment des mouvements nocturnes inhabituels, des concentrations anormales de motos et des silences radio là où l'activité était continue. Rien de spectaculaire pris isolément, mais suffisamment cohérent pour justifier l'activation. Les unités se mettent en place sans annonce, profitant d'une connaissance fine des pistes et des zones d'ombre. Le désert, longtemps perçu comme un handicap, devient un écran protecteur. Le point culminant survient en une seule nuit. Les premières salves de roquettes SSR-5 percent l'horizon, ciblant des positions logistiques plutôt que des affrontements directs. Cette priorité est décisive. Privées de carburant et de moyens de coordination, les forces adverses se retrouvent fragmentées avant même de comprendre l'ampleur de l'attaque. Simultanément, des unités mobiles venues du Niger ferment des routes secondaires, tandis que des appuis aériens maliens assurent une surveillance continue. La coordination tri-frontalière, longtemps jugée irréalisable, fonctionne sans surcharge ni dispersion. Dans les centres de commandement, le suivi est constant mais sobre. Les flux vidéo des drones artisanaux confirment les effets des frappes: convois immobilisés, dépôts neutralisés, communication brouillée. Ibrahim Traoré observe cette séquence non comme une démonstration de force, mais comme la validation d'une méthode patiemment élaborée. Chaque mouvement vise à éviter l'escalade inutile et à réduire la durée de l'engagement. L'objectif n'est pas la destruction maximale, mais la paralysie rapide. Les répliques, enfin, sont presque silencieuses. Aucune contre-attaque structurée n'émerge. Les positions adverses se dissolvent, incapables de se regrouper. À l'aube, le terrain est déjà figé. Cette brièveté constitue en elle-même un événement. Moins de 12 heures ont suffi pour produire un effet stratégique durable. Dans les villages voisins, la nouvelle circule lentement,
sans exaltation immédiate, mais avec une surprise tangible. La nuit n'a pas ressemblé aux précédentes. Ainsi se dessine la ligne des événements. Activation discrète, choc concentré, puis stabilisation rapide. Cette séquence répond à la question suspendue depuis le début: comment passer de la survie à l'initiative? À Tindiban, la réponse tient dans ce renversement du rythme plus que dans la puissance brute. Le point de départ est un contraste mesurable. Avant Tindiban, les opérations sahéliennes s'étiraient sur plusieurs jours avec des pertes régulières. Après, une seule nuit concentre l'action et réduit les risques. Le premier indicateur est le plus frappant. Zéro soldat de l'AES tombé durant l'opération. Ce chiffre ne vaut pas comme un trophée mais comme un signal. Il indique un basculement d'une logique d'exposition vers une logique de contrôle où l'initiative réduit mécaniquement la vulnérabilité. Le deuxième indicateur concerne le temps. Moins de 12 heures séparent la première activation des roquettes SR5 de l'effondrement des positions adverses. Cette brièveté n'est pas synonyme de précipitation. Elle révèle, au contraire, une préparation étalée sur des mois, puis exécutée sans friction. Quand une opération se raccourcit à ce point, cela signifie que les chaînes de décision sont déjà alignées et que les informations circulent sans retard inutile. Le temps devient alors une ressource maîtrisée, non une contrainte subie. Le troisième indicateur est spatial et politique à la fois. Trois fronts unifiés, Mali, Niger, Burkina Faso, engagés sans appui extérieur. Cette simultanéité, rare dans l'histoire récente du Sahel, traduit une capacité de synchronisation qui dépasse le cadre strictement militaire. Elle suppose une confiance mutuelle, des protocoles partagés et une lecture commune de la menace. En d'autres termes, l'espace sahélien cesse d'être fragmenté en théâtres isolés pour devenir un champ d'action cohérent. Pris ensemble, ces trois chiffres d'attaquants dessinent un schéma. Le 0 renvoie à la protection des forces, le 12 à la maîtrise du tempo, le 3 à l'intégration régionale. Aucun de ces indicateurs, isolément, ne suffirait à parler de rupture. Leur convergence, en revanche, signale une mutation de méthode. Les données recueillies par les drones artisanaux confirment ce diagnostic: rupture soudaine de convoi, variation thermique alignée avec les frappes, silence radio prolongé du côté adverse. Chaque trace valide l'hypothèse d'une désorganisation rapide provoquée par des frappes ciblées sur les nœuds logistiques. Dans les centres de commandement, ces éléments sont analysés sans emphase. Ibrahim Traoré observe les flux non pour célébrer mais pour comprendre ce qui a fonctionné et ce qui reste fragile. Les images montrent que la précision ne vient pas d'une technologie importée, mais d'un ajustement constant entre observation locale et décision centrale. Les drones, souvent assemblés dans des hangars improvisés, ne remplacent pas l'intelligence humaine, ils l'amplifient. Leur rôle est de réduire l'incertitude, pas de la supprimer. Ces preuves quantitatives répondent à une interrogation clé: s'agit-il d'un miracle isolé ou d'un modèle reproductible? Les chiffres ne garantissent pas l'avenir, mais ils attestent d'une capacité nouvelle à produire des résultats mesurables avec des moyens limités. La rupture n'est donc pas seulement narrative, elle est inscrite dans des indicateurs simples, lisibles et difficiles à ignorer. Reste à savoir si cette discipline du chiffre saura résister à l'épreuve du temps et des pressions extérieures. Après Tindiban, deux lectures opposées se sont imposées dans les analyses extérieures. La première affirme que l'opération ne peut s'expliquer sans un soutien étranger décisif. Selon cette thèse, la précision des frappes, la rapidité d'exécution et la coordination trifrontalière dépasseraient nécessairement les capacités locales. Les défenseurs de cet argument rappellent que
Historiquement, des opérations de cette ampleur au Sahel ont presque toujours dépendu d'appuis logistiques et de renseignements venus d'ailleurs. Leur raisonnement n'est pas dénué de logique. Le précédent pèse lourd. La seconde lecture, plus sceptique encore, considère Tindiban comme un épisode isolé. Elle reconnaît l'efficacité ponctuelle, mais doute de sa reproductibilité. Dans cette perspective, la victoire résulterait d'une conjonction exceptionnelle de facteurs: surprises, erreurs adverses, conditions locales favorables, sans garantie de continuité. Le Sahel, disent-ils, il manquerait de profondeur institutionnelle pour transformer un succès tactique en trajectoire durable. Là aussi, l'argument touche un point sensible. La région a souvent vu des élans retomber faute de structures solides. Ces deux positions partagent une hypothèse implicite. L'intelligence décisive viendrait nécessairement de l'extérieur ou resterait accidentelle. C'est précisément là que l'analyse issue du terrain introduit une nuance déterminante. À Tindibin, la cohérence observée ne repose pas sur un afflux technologique soudain, mais sur une accumulation patiente d'informations locales, recoupées et activées au bon moment. Les, Entre les transmissions interceptées, les signaux faibles et les relais humains ne sont pas des artifices ponctuels, ils constituent un réseau qui existait déjà, mais n'avait jamais été pleinement mobilisé. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme l'exécutant d'un plan importé, ni comme le bénéficiaire d'un hasard favorable. Il incarne plutôt une décision de faire confiance à une intelligence distribuée, enracinée dans le territoire. Cette approche n'annule pas les limites structurelles du Sahel, mais elle montre que certaines capacités étaient invisibles parce qu'elles n'étaient pas mesurées selon les critères dominants. La mise en perspective la plus solide conduit donc à une conclusion intermédiaire. Oui, Tindiban ne garantit pas l'avenir, et oui, la prudence est justifiée. Mais réduire l'événement à une aide cachée ou à un miracle sans lendemain revient à ignorer un changement de méthode déjà observable. La vraie question n'est pas de savoir si le Sahel a tout résolu, mais s'il a prouvé qu'une autre lecture de ses propres ressources était possible. Ce qui change réellement après Tindiban n'est pas l'ampleur de la victoire, mais la manière dont le temps est gouverné. Jusqu'ici, le Sahel subissait un rythme imposé: attendre, encaisser, réagir trop tard. La révélation centrale tient dans cette inversion discrète. En reprenant la maîtrise du tempo, les forces sahéliennes cessent d'être entraînées par les événements et commencent à les cadrer. Cette bascule explique pourquoi une opération brève peut produire des effets plus durables qu'une succession d'engagements prolongés. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît comme le catalyseur d'un changement plus large. La décision n'est pas seulement militaire, elle est organisationnelle. Les réseaux locaux, longtemps considérés comme des palliatifs, deviennent la colonne vertébrale de l'action. Le temps gagné par la confiance et la proximité remplace le temps perdu dans des chaînes hiérarchiques éloignées du terrain. Chaque minute économisée réduit l'incertitude et augmente la lisibilité des choix. Cette révélation modifie aussi la perception extérieure. Les observateurs qui cherchaient un facteur technologique décisif passent à côté de l'essentiel. Le cœur du basculement réside dans la capacité à synchroniser des acteurs hétérogènes autour d'un horizon commun, sans attendre une validation externe. Le tempo devient une ressource stratégique à part entière, au même titre que le renseignement ou la logistique. À partir de là, la question n'est plus de savoir comment Tindiban a été possible, mais ce que cette maîtrise du rythme permet d'ouvrir comme trajectoire nouvelle pour le Sahel. Les effets de Tindiban se mesurent d'abord dans la vie quotidienne, là où les changements sont les moins spectaculaires, mais les plus révélateurs. Pour les populations locales, la première conséquence est le retour progressif dans des zones longtemps évitées. Des routes, des routes secondaires redeviennent praticables, des champs
sont à nouveau cultivés et l'accès aux puits se stabilise. Cette reprise ne se fait ni d'un coup ni sans crainte, mais elle marque une inversion claire. La mobilité cesse d'être exclusivement défensive. Dans plusieurs villages, la circulation nocturne, limitée à l'essentiel depuis des années, reprend par étapes. Ce simple fait indique que la peur n'organise plus seule l'espace. Pour les travailleurs et artisans, l'impact est économique et symbolique à la fois. Les marchés locaux, souvent premiers baromètres de la sécurité, rouvrent partiellement. Les réparateurs de motos, les commerçants et les cultivateurs reprennent une activité interrompue, parfois réduite à la survie. Cette relance reste fragile, mais elle réactive des circuits courts essentiels à l'autonomie locale. La circulation des biens de base, nourriture, matériaux, médicaments, gagne en régularité, ce qui réduit la dépendance à des convois exceptionnels. Dans ce contexte, l'initiative sécuritaire devient un levier indirect de stabilisation économique. La jeunesse constitue un troisième groupe clé. Pour des générations ayant grandi dans un horizon de crise permanente, Tindiban agit comme un signal psychologique. Il ne s'agit pas d'un enthousiasme naïf, mais d'une réouverture du champ des possibles. Des étudiants et de jeunes techniciens s'orientent davantage vers des formations liées à l'ingénierie locale, à la logistique ou à la médiation communautaire. L'idée que des solutions puissent émerger de l'intérieur modifie les aspirations. Ibrahim Traoré est souvent cité dans ces discussions non comme une figure héroïque, mais comme le symbole d'une décision collective assumée, capable de produire des effets tangibles. Enfin, au niveau régional, les conséquences dépassent le cadre burkinabé. La coordination entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso prend une épaisseur nouvelle. Les échanges d'informations se normalisent, les protocoles communs gagnent en lisibilité et la confiance opérationnelle s'installe. Cette dynamique modifie la manière dont le Sahel est perçu par ses voisins africains. Sans annoncer un modèle exportable, Tindiban devient un point de référence, observé pour ce qu'il révèle, une capacité à agir sans médiation extérieure immédiate. Ces quatre ensembles montrent que la victoire n'est pas restée confinée au champ militaire. Elle a produit des effets différenciés mais convergents, du village à la région. La question ouverte n'est donc plus celle de l'impact, mais de sa consolidation dans le temps face aux pressions internes et externes. À moyen terme, les effets de Tindiban peuvent suivre trois trajectoires distinctes sans qu'aucune ne soit garantie. Le scénario de base repose sur la consolidation prudente. Les forces sahéliennes maintiennent les zones reprises sans chercher d'expansion rapide. Les routes sécurisées restent ouvertes, les marchés fonctionnent de manière intermittente, et les réseaux de renseignement locaux continuent d'alimenter les décisions. Dans ce cadre, l'équilibre est fragile mais stable. La priorité est donnée à la continuité plutôt qu'à l'ambition, afin d'éviter une surcharge des capacités existantes. Un scénario plus favorable verrait les enseignements de Tindiban se transformer en structures durables. Les coopérations entre Mali, Niger et Burkina Faso se formalisent davantage, non seulement sur le plan militaire, mais aussi logistique et administratif. Les universités et centres de formation intègrent des modules liés à la surveillance locale, à l'ingénierie légère et à la coordination communautaire. Les gains sécuritaires facilitent la reprise économique, renforçant l'adhésion des populations. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré incarne moins un point focal qu'un accélérateur d'un mouvement collectif qui s'institutionnalise progressivement. Le scénario défavorable, enfin, combine pressions extérieures et fragilités internes. Des sanctions renforcées, des récits hostiles et des tentatives de déstabilisation exploitent les maillons faibles de la coordination récente. Les routes rouvertes subissent de nouvelles perturbations,
la confiance locale s'érode et les ressources sont dispersées pour contenir des foyers multiples. La victoire initiale demeure symbolique, mais son élan s'émousse faute de marge de manœuvre suffisante. Le risque n'est pas un retour immédiat à la situation antérieure, mais une stagnation prolongée. Ces trois scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Il souligne un point commun: l'avenir dépend moins d'un événement isolé que de la capacité à transformer une initiative en routine. La question clé n'est donc pas ce qui va arriver, mais ce qui sera entretenu, ajusté ou abandonné dans les mois à venir. Au-delà des cartes et des analyses, Tindiban agit comme un miroir pour ceux qui regardent le Sahel de l'extérieur. L'événement oblige à déplacer le regard, à quitter une lecture où les populations locales seraient uniquement des variables passives d'équations géopolitiques. Ce déplacement n'est pas abstrait. Il touche à la manière dont chacun comprend la relation entre sécurité, autonomie et quotidien ordinaire. Pour un premier public, souvent éloigné du terrain, l'effet principal est cognitif. Les récits dominants reposaient sur l'idée d'une incapacité structurelle à agir sans médiation extérieure. Tindiban fissure cette certitude. Il rappelle que des capacités peuvent exister sans être visibles, simplement parce qu'elles ne correspondent pas aux indicateurs habituels. Comprendre cela change la façon d'interpréter d'autres régions marginalisées, bien au-delà du Sahel. Pour un second public, plus directement concerné par les dynamiques africaines, l'impact est politique et moral. La victoire n'apporte pas de solution clé en main, mais elle montre qu'une marge de choix existe. Cette marge est étroite, coûteuse à maintenir, mais réelle. Elle invite à repenser la notion de responsabilité locale, non comme un slogan, mais comme un processus lent, fait de décisions imparfaites et d'ajustements constants. Un troisième public, enfin, reçoit Tindiban comme une leçon plus universelle. Elle porte sur le temps long, la patience et l'accumulation discrète d'expériences. Dans un monde habitué aux réponses immédiates, l'événement rappelle que certaines ruptures visibles sont le résultat de préparations silencieuses. Cette idée résonne avec d'autres domaines où l'on confond souvent vitesse médiatique et transformation réelle. Dans ces trois lectures, un point commun apparaît. Tindiban ne demande pas d'adhésion ni d'enthousiasme. Il impose simplement une question plus exigeante. Que change-t-on dans notre manière de comprendre un territoire quand celui-ci cesse d'entrer dans les catégories prévues pour lui? Cette interrogation, une fois posée, ne se referme pas facilement. Transformer l'élan de Tindiban en dynamique durable suppose une séquence d'actions ordonnées, sans précipitation ni illusion. D'abord concerne la sécurisation des zones reprises. Il s'agit moins d'étendre le contrôle que de stabiliser l'existant par des patrouilles locales coordonnées et une surveillance ciblée des axes sensibles. L'objectif est simple: empêcher le retour de l'incertitude là où la confiance commence à se réinstaller et mesurer cette stabilité par la continuité des déplacements civils. Ensuite, il s'agit de aux services essentiels. La réouverture des écoles, la remise en fonctionnement des points d'eau et l'accès minimal aux soins constituent des indicateurs concrets de normalisation. Ces actions relèvent d'une logique claire: une sécurité qui ne se traduit pas dans la vie quotidienne perd rapidement sa légitimité. Les progrès peuvent être évalués par la fréquentation scolaire et la régularité des services de base, sans chercher des résultats spectaculaires. Puis, il s'agit de les circuits économiques courts. Sécuriser les routes locales permet aux producteurs et artisans de reprendre une activité autonome. Les chantiers de réparation, confiés en priorité à des équipes locales, renforcent à la fois l'emploi et l'appropriation des infrastructures. Ici, le critère n'est pas la croissance rapide, mais la résilience face au choc. Une quatrième étape concerne la formation. Développer des compétences techniques, logistiques et civiques
prépare la relève et réduit la dépendance future. Ibrahim Traoré a insisté sur ce point comme sur un investissement de long terme dont les effets ne seront visibles qu'avec le temps. Enfin, la structuration politique régionale de l'AES doit clarifier les rôles, les mécanismes de décision et les outils d'évaluation afin que la coordination ne repose pas uniquement sur des équilibres informels. Cette trajectoire ne promet pas une réussite automatique. Elle propose une méthode progressive, mesurable et ajustable. La question décisive reste ouverte. Ces étapes seront-elles maintenues avec la même discipline lorsque l'urgence immédiate aura disparu? Lorsque les premières nuits redeviennent habitables autour d'Arbinda, un motif discret réapparaît. Des lumières faibles derrière des portes réparées, des voix qui s'attardent après le coucher du soleil, des pas qui ne se pressent plus uniquement par peur. Ces scènes modestes et font écho aux mois de silence qui les ont précédés et rappellent que le cœur de la transformation ne se situe pas dans les centres de commandement, mais dans ses gestes retrouvés. Le territoire reprend possession de ses nuits sans célébration tapageuse. Au fil de ses déplacements, Ibrahim Traoré observe cette même retenue dans chaque village. Rien n'est triomphal. Les habitants avancent avec prudence, conscients de la fragilité de l'instant. Pourtant, quelque chose a changé. La peur n'est plus la seule boussole. Les commerçants rouvrent leurs étals, les enfants s'attardent dehors, les discussions reprennent autour de projets simples. Ce retour progressif n'efface ni les pertes ni les doutes, mais il redonne une continuité au quotidien. Ce rappel émotionnel boucle le récit. Tandiban n'a pas été une fin, mais un seuil. La victoire militaire a ouvert un espace que seuls les habitants peuvent remplir. Si cette dynamique perdure, elle le devra moins aux décisions spectaculaires qu'à cette obstination silencieuse répétée soir après soir. La force renaît toujours là où la peur recule. Si l'écho de Tindiban continue de circuler, ce n'est pas parce qu'il apporte des réponses définitives, mais parce qu'il oblige à reposer certaines questions. Il invite à regarder le Sahel autrement qu'à travers des catégories figées et à reconnaître la part d'initiative que peuvent prendre des sociétés longtemps décrites comme dépendantes. Cette reconnaissance n'implique ni adhésion, ni célébration, seulement une attention plus exigeante aux dynamiques internes. Partager ce récit, en discuter, le confronter à d'autres lectures, participe déjà à cette attention. Chaque échange prolonge la réflexion sur ce que signifie l'autonomie, sur la manière dont elle se construit lentement et sur les conditions qui permettent de la maintenir. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme une réponse, mais comme un point de départ pour une interrogation plus large sur le pouvoir, le temps et le territoire. La question finale reste volontairement ouverte. Elle ne porte pas seulement sur le Sahel, mais sur le regard porté depuis l'extérieur. Quelle place accorde-t-on aux trajectoires locales lorsqu'elles ne suivent pas les chemins attendus, et que choisit-on d'en faire dans notre propre compréhension du monde?